Moi, je suis médecin anesthésiste réanimateur, j'ai pas de conflit d'intérêt. Je travaille à Marseille et je suis aussi porte-parole. Maintenant, nous on dit diplomate parce qu'on essaie d'être dans la paix, de maintenir des bonnes relations. Je suis pas en train de créer dans le désert. On est en train d'essayer de nourrir un échange et de rouvrir un dialogue avec la partie des gens qui étaient dans la peur ou dans la colère pour aller vers la prudence et vers le courage en fait. Et donc je fais partie d'un collectif qui s'appelle Réinfo Covid et qui essaie de mettre en lien tous ceux qui veulent une politique sanitaire juste et proportionnée, qui veulent que l'espace du débat scientifique et démocratique soit le plus ouvert possible, qu'on puisse ne pas être d'accord les uns avec les autres et que c'est plutôt une bonne chose en fait, c'est plutôt le signe d'une démocratie qui est assez vivante et d'une science qui est assez vivante. Quand on commence à tous vouloir penser exactement pareil, en général c'est assez malsain et ça traduit le début d'une dictature. Donc, pour répondre à votre question, Théo, sur l'évolution épidémique, effectivement, en fait, le nombre de malades en réanimation, le nombre de malades à l'hôpital, et puis le nombre de décès diminue. Le nombre de pourcentage de diagnostics positifs diminue aussi. Donc, en fait, c'est assez attendu. Si vous voulez, il y a rarement une épidémie qui dure et dure et dure de manière infinie. Euh, on a des problèmes en fait sur les nombres et les chiffres dans cette affaire, notamment, vous le savez, sur le nombre de cas. Puisqu'en fait, si on fait des tests, eh ben, on va trouver des tests positifs. Mais est-ce que pour autant, les tests positifs sont des gens qui font une maladie grave? Pas forcément. L'immense majorité des tests positifs font même pas de symptômes du tout. Quand on commence à tester tous les enfants, on va trouver qu'il y a une épidémie chez l'enfant, quoi. Mais en fait, on l'aura fabriqué par le test lui-même. Ça, c'est difficile à comprendre pour les gens, mais il y a un effet mécanique sur le fait de tester qui fait qu'on augmente le nombre de cas de manière mécanique. Donc là, on a une diminution de l'épidémie et on peut se poser la question, mais pourquoi en fait? Est-ce que c'est lié d'une manière ou d'une autre aux mesures contraignantes? Alors, en fait, je crois que là, il faut que les gens ils ouvrent les yeux et qu'ils admettent d'être honnêtes. Il n'y a pas de lien entre le fait de porter le masque à l'extérieur, le fait d'être confiné, le fait de faire des fermetures des bars et restaurants à telle ou telle heure et des couvre-feux et le spread épidémique, c'est-à-dire l'extension épidémique. L'autre chose, c'est que on prend souvent comme critère de suivi de l'épidémie le nombre de patients en réanimation et le nombre de patients en hospitalisation. Mais il faut savoir qu'il y a presque 25% des gens, voire plus, qui sont en hospitalisation, qui pourraient être à la maison, en fait. Qu'on surcharge l'hôpital parce qu'on n'a pas mis en place de filière de soins ambulatoires en ville. Et donc ça reste toujours quelque chose qui est un problème. C'est que ça fait plus d'un an d'épidémie et pour le moment, on n'a toujours pas de ce qu'on appelle des parcours de soins ou des parcours patients, c'est comme ça qu'on dit en langage administratif, de parcours patients. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que pour le moment, les autorités, elles vont continuer à dire paracétamol et bonne chance. Si vous pensez que vous êtes malade, si vous avez des symptômes, restez chez vous et puis ne venez surtout pas vous faire soigner. Ça, c'est pas correct en fait et c'est pas une prise en charge médicale. Et donc là, c'est compliqué hein, pour les médecins qui parlent vis-à-vis de l'ordre des médecins. Il y a toujours, voilà, il faudrait dire exactement la parole officielle. Mais là, je crois qu'on peut se permettre de la discuter, d'ouvrir ce dialogue, dire on est tous d'accord pour dire qu'il faut un parcours de soins et une façon de soigner les gens qui soit correcte. Quand on leur dit paracétamol et bonne chance, on vous attend quand vous serez réanimatoire, en fait, ça, c'est complètement irresponsable. Et c'est un des éléments qui fait qu'on va surcharger les réanimations. Alors, on a un élément d'espoir là-dessus. Je finis juste, Théo, avec un truc. On a un élément d'espoir là-dessus, puisqu'il y a environ 2 semaines, la Direction générale de la santé a enfin dit officiellement et recommandé aux généralistes et aux gens que le suivi de la saturation en oxygène, vous savez, cette petite machine qui regarde la quantité d'oxygène qu'on a dans le sang, on a enfin dit publiquement que c'était utile et qu'il fallait le faire. Donc ça tombe bien, ça fait 6 mois qu'on le demandait, mais c'est enfin arrivé. Tout vient à point à qui sait attendre, donc on ne sait jamais. Peut-être que la Direction générale de la santé et puis les hautes autorités de santé, les agences régionales de santé, les conseils départementaux et nationaux de l'ordre des médecins vont arriver à un moment à dire, bah oui, il faut soigner les gens quand ils sont malades. Bon, ça paraît que du bon sens, mais il faut soigner les gens quand ils sont malades. Alors, bah oui, effectivement, c'est important de revenir au réel. Vous avez raison de poser cette question-là parce que il n'y a pas plus important finalement que les données de terrain, ce que vivent vraiment les gens. Puis en le mettant, en prenant du recul. C'est-à-dire que quand vous m'interrogez sur la réanimation, bah moi je vais avoir le nez dans le guidon. Si vous interrogez un réanimateur, il va avoir le nez dans le guidon, quoi. Donc si je vous donne juste les chiffres pour PACA, Corse et Monaco, mais ça ne va pas vous dire grand-chose. Mais on est sur une franche décroissance du nombre de cas depuis une bonne semaine, quoi.
Il y a la diminution du nombre de patients Covid total en réanimation, elle est passée de 550 à peu près à, on approche les 400 maintenant. D'ailleurs, on a perdu 150 patients en réanimation jour depuis une semaine. Pareil pour les, enfin, voilà. Et donc c'est très très significatif. Effectivement, vous l'avez dit, tous les indicateurs sont ouverts et c'est la réalité. C'est-à-dire, c'est pas juste des courbes épidémiques, c'est ce qu'on vit aussi au quotidien. C'est-à-dire que les patients en réanimation, on en a moins de nouveaux qui arrivent. Les patients qui sont en service Covid, ils sont moins réanimatoires. Et il faut se souvenir que l'évolution de cette épidémie a été toujours un petit peu la même, c'est-à-dire une augmentation du nombre de cas, une augmentation, d'abord une augmentation du nombre de virus dans les égouts, puis une augmentation du nombre de cas sur les tests, puis une augmentation du nombre de patients hospitalisés, puis une augmentation du nombre de patients en réanimation, puis une augmentation du nombre de décès. Puis la décroissance de l'épidémie, elle se fait dans le même sens, une diminution dans les égouts, une diminution du nombre de tests positifs, une diminution du nombre de patients en hospitalisation, une diminution en réanimation, une diminution du nombre de décès. Donc là, c'est en train d'arriver, c'est vraiment, on est sur le bout, parce que quand la réanimation commence à décroître, c'est vraiment qu'on commence à être, on voit le bout du tunnel de quelque chose. Alors, est-ce qu'il y a un risque d'avoir une nouvelle épidémie, quoi? Enfin, peut-être vous avez posé d'autres questions, mais pour le moment, pour cette épidémie-là, ça va plutôt dans le bon sens. Je crois qu'on peut souffler un grand coup ensemble et qu'il est temps d'envisager qu'est-ce qui a été utile et qu'est-ce qui n'a pas été utile. Vous savez, quand ça commence à aller mieux dans une crise, c'est le moment où on fait le débrief. Le débrief, le retour d'expérience. J'ai un peu de son derrière vous. Je ne sais pas si peut-être vous pouvez couper votre micro pendant que je parle. Ça évitera le bruit. Ouais, c'est peut-être mieux. Ouais. C'est le moment de faire le débriefing. Le débriefing, c'est d'aller regarder honnêtement quelles étaient les stratégies les plus efficaces. Quelles étaient, est-ce que le masque en extérieur avait un intérêt? Vous avez compris que moi, je pense que non et que j'ai de nombreux arguments scientifiques et pragmatiques pour le dire. Est-ce que c'est voilà, est-ce que c'est des traitements, quel traitement ou pas a marché, etc. C'est peut-être le moment maintenant de le faire. Et c'est pas le moment d'aller imposer, mais vous allez en reparler. C'est pas le moment d'imposer des nouvelles mesures coercitives. C'est le moment, au contraire, d'alléger la pression et de dire aux gens, la vie continue. Alors j'en dis que les mesures coercitives et sociales et politiques, elles n'ont aucun lien avec l'épidémie. Et ça, c'est pas moi qui le dis, c'est Ioannidis, c'est plein d'autres épidémiologistes, c'est tout le groupe de Matalarme et des mathématiciens qui ont repris les travaux de Cauchemès et Fontanet et qui ont démontré qu'ils étaient au mieux incorrects, au pire frauduleux. Donc je crois que Cauchemès et Fontanet, c'est ceux qui ont établi le fait que, par exemple, les bars et restaurants devaient se fermer, ceux qui ont donné la doxa épidémiologique, c'est-à-dire et qui s'est transformé plus qu'en doxa, en une espèce d'inquisition, c'est-à-dire si vous disiez pas ça, voilà, YouTube vous censure, le gouvernement vous censure, les médias vous font pas passer. Et donc je crois que il est vraiment temps de prendre du recul, de souffler un grand coup et de se guérir collectivement de ce traumatisme et de remettre en discussion simplement. On a le droit de pas être d'accord. Il y a des gens qui vont défendre que le confinement c'était génial. Il y a d'autres gens qui vont défendre que le confinement n'a eu aucun impact sur l'épidémie et puis en plus il a mis à genoux une très grande partie de notre économie, il a détruit une très grande partie de notre tissu social, tout ce qu'on a appelé les effets collatéraux. Je crois que c'est maintenant, c'est dans ce moment un petit peu apaisé où on peut ouvrir cette discussion. Et c'est très important de le faire. Et pour pouvoir l'ouvrir, ça veut dire qu'il faut cesser que des petits ayatollahs continuent à nous contraindre toute la journée. Il n'y a pas de raison, ni scientifique, ni médicale, ni épidémiologique, ni politique pour contraindre les gens, à part si en face de vous, vous avez des pervers. Et donc, si on a des pervers au gouvernement, il y a un moment où il va falloir leur dire, c'est terminé. Votre perversion doit s'arrêter, en fait. Nous devons recouvrer nos libertés. Et je crois que ça, vraiment, au-delà de tous nos clivages, au-delà de tout ce que chacun pense sur tel ou tel traitement, etc., c'est bien d'avoir de la biodiversité. Moi, je prétends pas avoir raison, je prétends juste avoir mon avis. Et puis, tant mieux s'il y en a d'autres. Donc, au-delà de tous nos clivages, je crois qu'il y a ce moment où on est tous d'accord qu'il faut qu'on se remette à vivre, que nos étudiants puissent travailler, que les bars et restaurants puissent travailler, que les artistes puissent faire leur travail, que l'ensemble des champs de notre société puissent reprendre cours. Parce que sinon, on va tous en crever, quoi, de cette histoire.
Donc, il est temps de guérir du traumatisme. Et ça, c'est la deuxième nuance que je voudrais faire. C'est que moi, c'est un appel à dire, mais réouvrez, en fait. Ça y est, c'est le moment, quoi. Et il faut que le gouvernement l'entende. Il faut que les juges l'entendent aussi. Qu'on arrête d'avoir une espèce de censure systématique dans les tribunaux administratifs. On est en train de contraindre les enfants d'une manière qui est très nauséabonde, qui est presque perverse, en fait. Les enfants sont pas malades, ils sont pas vecteurs. Et voilà, il faut les laisser tranquilles, en fait, et les laisser avoir école dans la joie et dans la paix. Et l'innocence, c'est la vie des enfants d'être dans la paix, l'innocence et la joie. C'est un truc d'adulte de se stresser. Bah, restons entre adultes stressés et laissons les enfants tranquilles. Donc, c'est un appel que je fais et c'est aussi une invitation en fait à guérir. Parce que guérir d'un traumatisme, c'est pas facile. Là, vous demandez, souvent les gens demandent, mais comment on va s'en sortir? Ben, on va s'en sortir quand nous-mêmes, on sera guéris du traumatisme. Et il y a beaucoup de gens aujourd'hui, ils mettent le masque, même pas parce qu'ils sont convaincus de quoi que ce soit, mais comme un geste contraphobique, comme un TOC, vous savez, un trouble obsessionnel compulsif. Les gens qui sont tellement stressés que bah, ils font le truc, ils savent que c'est pas raisonnable, mais ils le font quand même, quoi. Et ils ont tellement peur qu'ils se retrouvent à contraindre les autres dans le bus, dans le truc. Mais oh, prenez soin de vous déjà, avant de vouloir embêter les autres. Et puis, lutter contre votre phobie, quoi, et votre anxiété. Donc ça, pour guérir d'un traumatisme, il y a besoin de le faire ensemble. Pas en clivant encore plus les gens les uns contre les autres. Mais au contraire, en disant, mais on est frères et sœurs humains, et on va prendre soin de ça. On a tous été malades de cette histoire. Prenons-en soin tout de suite, quoi. Et arrêtons de vouloir prolonger la maladie à l'infini. C'est nauséabond et malsain de vouloir prolonger plus que de raison un traumatisme. Alors, je pense que ceux qui ont voulu être informés ont été informés, parce que l'information est disponible sur l'internet. Réinfo Covid, d'autres collectifs, Bas les masques, euh, Bon Sens et autres, essayent de donner une information qui soit claire, loyale et appropriée. C'est ça les termes de la loi, hein. Et il faut que cette information elle soit claire, loyale et appropriée. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont pas conscients qu'ils étaient dans des essais de phase 3, par exemple, de la recherche. Ils n'ont pas signé un consentement où on leur a dit, en fait, vous êtes dans un essai de phase 3, les gars. Je pense qu'il y a plein de gens qui sont pas conscients et qui ne sont pas bien informés sur mais qu'est-ce qu'il y a dans ces injections immunogènes. Je dis pas le mot qui tilte sur YouTube, hein, pour comme ça on va pas se faire censurer. Mais je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont pas au courant. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont pas au courant des effets secondaires. Combien il y en a? Je pense que nous-mêmes, on veut pas voir les effets secondaires. C'est-à-dire que les mécanismes de collecte des effets secondaires, les mécanismes gouvernementaux, etc., qui sont en charge de gérer est-ce qu'il y a des effets secondaires, ben, ils sont pas complètement honnêtes sur les effets secondaires. Donc ça, pour répondre à votre question, je pense que l'information, elle est pas claire, loyale et appropriée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au-delà, le consentement lui-même, quand les gens disent bon bah d'accord, faites-moi l'injection à visée immunogène, le consentement il n'est pas libre et éclairé. Il est d'autant moins libre et éclairé que souvent il y a une pression par l'employeur, une pression par la société, une pression par les pairs, une pression par le mode de vie. Il y a beaucoup de gens qui disent moi je me vaccine pour pouvoir partir en voyage. Non, on fait pas ça, hein. On lit le mode d'emploi avant. On lit le mode d'emploi, on lit la notice, quoi. On se permet pas de se dire ça. Ça va pas. Ça traduit une espèce de paresse intellectuelle qui, à mon avis, est pas bonne, quoi. Donc aujourd'hui, il y a plusieurs types de vaccins disponibles. Ils ont chacun leur bon côté, leur mauvais côté. Je pense que le mauvais côté global de tout ça, c'est que la vaccination est probablement pas une très bonne stratégie dans cette épidémie. C'est très rare que, enfin, il y a jamais eu dans l'histoire une vaccination qui ait permis d'endiguer une épidémie à ARN, de virus à ARN. Puis on vaccine pas en plein dans le pic épidémique. On vaccine quand tout est calme, quoi, on va dire, éventuellement. Et puis ensuite, la cible de ce vaccin-là lui-même, il y a plein de discussions. Est-ce que Spike, c'est une bonne cible? Est-ce que c'est à risque d'induire la maladie elle-même chez les personnes? Il y a pas mal de gens qui disent 10 jours après avoir eu la vaccination, en fait, je me suis retrouvé malade. Et nous, on a eu des gens à réanimation, ils ont été vaccinés 10 jours avant, ils se sont retrouvés en réanimation. Est-ce que c'est qu'ils ont attrapé un nouveau virus? Ou est-ce que c'est que Spike lui-même de l'injection, ils en ont produit tellement trop que ça a commencé à déclencher la réaction inflammatoire? Ça, c'est une vraie question qui n'est pas complètement élucidée pour le moment. Moi, je suis prudent, hein, je suis toujours dans la prudence. Je pense que, voilà, méfie, prudence, on n'est pas pressé. Aujourd'hui, avec le vaccin Moderna, vous avez plus de chances de faire des effets secondaires du vaccin que de faire une forme grave chez les 15-44 ans, par exemple, dans cette tranche d'âge-là, qui n'est pas à risque de faire des formes graves.
Il y a aucune raison réellement d'aller faire l'injection immunogène. Ouais, je peux dire que là, comme ça, à froid, le lundi après-midi, je vais pas vous sortir des chiffres où je risquerais de me tromper. Donc, je vais être prudent encore une fois et vous renvoyer vers Réinfo Covid, où il y a pas mal de textes justement sur les effets secondaires qui sourcent de manière très efficace, et sur le Conseil scientifique indépendant et puis toutes les autres assos. Vous pouvez retrouver cette information-là facilement à www.reinfocovid.fr, et dans toute la partie comprendre texte scientifique. Voilà. Il y a aussi beaucoup de flyers. Et puis, on a un forum qui s'appelle forum.reinfocovid.fr, où les gens peuvent discuter. Nous, on a fait une sorte de bibliothèque de data. Les gens peuvent retrouver justement toutes les données scientifiques du groupe de chercheurs qui est avec nous. Juste un mot là-dessus. Il y a beaucoup de gens auraient besoin d'avoir en permanence des chiffres, des nombres, et ce serait comme ça qu'ils verraient le monde. Mais en fait, l'histoire du Covid, c'est la faillite de cette vision du monde-là. C'est la faillite de regarder le monde par le biais de courbes, ou regarder le monde par le biais de courbes ou de nombres. Ça marche pas, quoi. C'est pas une bonne image du monde. C'est une image tronquée. Ce qui est important là, au-delà de tout ce que vous vivez, c'est que vous avez besoin d'être en liberté, quoi. Et vous avez besoin de choisir, d'être libre et éclairé. Donc effectivement, pour que les gens puissent consentir ou non au vaccin, ils ont besoin d'avoir un peu des choses tangibles. Mais très souvent, là, c'est pas la question. La question, c'est ouais, mais si on va m'obliger, donc je risque de perdre mon emploi. Ah ouais, mais je pourrais plus voyager. Ah ouais, mais je pourrais plus faire ça. Donc, il faut, à mon avis, sortir de toutes ces peurs-là et dire, bah, on va pas laisser faire ce totalitarisme sanitaire. On va pas le laisser se mettre en place. Et donc, il faut dire non, en fait. Juste structurer un non franc et massif, quoi. Et je pense que le niveau de risque, en fait, pour chacun, c'est difficile à évaluer et à comprendre, mais il varie en fonction de vos facteurs de risque propres. Il y a des gens pour qui le risque du Covid est bien plus important que le risque vaccinal. Il y a des gens pour qui le risque vaccinal est beaucoup plus important que le risque du Covid. Et donc là, dans ce cas-là, en général, on vous dit ouais, mais c'est pour les autres, c'est pour endiguer l'épidémie. Mais on n'a pas de preuve que ça endigue l'épidémie. On n'a même pas de preuve que ça marche sur les variants. Donc ça veut dire que c'est un jeu de dupes, en fait. Globalement, toute cette histoire d'injection immunogène est, à mon sens, un peu une voie de garage scientifique et médicale, quoi. C'est pas la bonne stratégie. Bon, ben c'est pas grave, on peut s'en rendre compte et passer à autre chose, quoi. Le problème, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui ont du mal à s'en rendre compte parce qu'on sent que cette stratégie, elle servait d'autres enjeux. Elle servait des enjeux politiques ou des enjeux de contrôle social. Rien n'est clair, mais le gouvernement l'a dit à un moment de manière claire dans une petite histoire que beaucoup de gens ne connaissent pas, mais qui est quelqu'un de plus de 80 ans qui s'est fait vacciner et qui est allé au tribunal pour dire bon, ben voilà, maintenant, moi je suis vacciné, merci les gars, je peux retrouver ma liberté, basta le masque, basta, je peux aller au resto, etc. Et le tribunal lui a répondu, sur la foi du ministère de la Santé, non, mais c'est pas parce que vous êtes vacciné que vous ne ferez pas de forme grave. Vous êtes même à risque d'en faire. Et surtout chez les gens à risque, on sait qu'ils vont être moins bien, l'immunogénicité du vaccin va être moins bonne. C'est pas parce que vous êtes vacciné que vous pouvez vous balader librement et que vous pouvez pas transmettre, etc., quoi. Et en fait, ça voulait dire à la fin de la conclusion de cette petite séquence-là que les gens peuvent chercher sur Internet, hein, bah, c'est globalement ça sert à rien, quoi. Au mieux, c'est pas toxique, quoi. Mais globalement, non, ça sert pas à grand chose, quoi. Enfin, ça, c'est ma vision des choses, et je pense qu'il y a plein de visions différentes des choses. Il y a des médecins qui essayent de se persuader que ça diminue les formes graves, mais c'est très difficile de savoir est-ce que c'est l'évolution épidémique naturelle qui serait arrivée même sans la vaccination, ou est-ce que c'est la vaccination qui change quelque chose. Là, et c'est là où vous avez un gros biais, c'est-à-dire que là, les gens ils sont en train de regarder ce qui se passe en disant ah waouh, ça baisse parce que les gens ils sont vaccinés. Mais peut-être que ça serait arrivé même sans vaccination. Vous n'avez pas de groupe contrôle, quoi. Donc, et on le fait pas. Le groupe contrôle, ça voudrait dire quoi? Ça veut dire vous avez un groupe de gens non vaccinés et vous regardez comment ça évolue chez eux. Si jamais c'est exactement, mais on va vous dire ouais, mais c'est pas possible parce que finalement les non vaccinés, c'est des gens qui étaient plutôt en forme, probablement sans facteur de risque, etc. Et donc ah bah oui, c'est normal que ce soit moins sévère chez eux. Enfin bref, on est dans une espèce d'impasse à comprendre scientifiquement le truc. Et il va falloir du temps, quoi. Il va falloir du temps pour regarder en face le fait que probablement toutes ces vaccinations, ben, on aura mis beaucoup d'argent, beaucoup d'énergie, beaucoup de totalitarisme dans un truc voilà, qui était probablement une fausse bonne idée, quoi. Alors effectivement, c'est ce qui a été conclu, hein, c'est que AstraZeneca était probablement toxique. En tout cas, le balance bénéfice-risque chez les jeunes n'était pas en faveur de continuer. C'est marrant parce qu'on l'avait dit
un mois avant, un mois et demi avant, puis on nous avait dit bah, vous dites n'importe quoi, etc. Mais ça se fait plaisir, au moins il y a une sorte de confirmation a posteriori. Les ARS, la Direction générale de la santé, le gouvernement s'est rendu compte qu'effectivement il y avait un problème avec AstraZeneca chez les jeunes, pas que chez les jeunes, mais bon que chez les jeunes c'était important, et donc a décidé de suspendre la vaccination par ce produit-là et de dire bah, ceux qui ont reçu une première injection, donc ça fait à peu près, je crois que c'est entre 100 et 150 000 personnes en France, donc majoritairement des gens jeunes, hein, sans facteur de risque. Et donc ils se sont posé la question, quoi. Puis on a de la chance qu'on avait des gens qui ont assisté à la réunion, donc on sait à peu près ce qui s'y est dit et comment ça s'est passé. C'était ah bah mince, c'est toxique. Qu'est-ce qu'on fait les gars? Puis il y a une partie des gens qui a dit bah abort mission, on arrête quoi. On arrête le délire, on les laisse tranquilles, ça va bien. Il y a une autre partie des gens qui a dit bon bah peut-être c'est intéressant de faire un test de sérologie pour savoir est-ce qu'ils sont immunisés. Mais la sérologie c'est pas un bon test pour savoir parce que vous pouvez avoir des anticorps mais qui sont pas forcément immunisants. Donc là il faudrait aller plus loin et savoir est-ce que vous avez des anticorps qui sont immunisants. Il y a des tests biologiques qui permettent de le savoir. Mais c'est assez compliqué, ça se fait pas en routine. Et ceux-là, bah, les laisser tranquilles parce que ça y est, soit ils ont fait la maladie de manière naturelle avant, soit l'injection immunogène a fait son travail, quoi. Mais bon, donc je sais que ça a été proposé dans la réalité, hein, de manière pragmatique. Il y a des endroits où on a proposé cette stratégie-là. Ça permettait quand même déjà que chez tout un certain nombre de gens qui avaient déjà soit rencontré le virus, soit le vaccin avait un peu fonctionné, de dire bon, on vous laisse tranquille, on va pas prendre le risque une deuxième fois. Voilà. Et puis, mais ce qui a été décidé dans cette réunion, mais vraiment pour moi, c'est comme quand il y a un avion qui passe le mur du son, vous savez, vous entendez une détonation, quoi. Vous changez de dimension, quoi. Qu'est-ce qui se passe? Donc là, ils ont passé le mur du son, si vous voulez. Et ils ont dit, bah, il faut injecter Pfizer en deuxième injection. Mais quand vous dites, mais qu'est-ce qui vous permet de dire ça? Mais rien, en fait, juste rien. C'est facile, hein. Il n'y a pas à aller chercher loin, quoi. C'est-à-dire, il n'y a rien qui vous permet de dire que c'est correct, quoi. Et ça veut dire qu'en plus, vous faites tomber toutes les AMM conditionnelles telles qu'elles ont été faites, tous ceux comment a été développé le produit, parce qu'un produit c'est pas développé n'importe comment, quoi. Vous faites pas un premier médicament puis un deuxième, allez on verra bien, bonne chance, quoi. Non, ça c'est vraiment, c'est tout sauf de la médecine en fait. Donc c'est très, ça pourrait paraître absurde, on pourrait en rire. Ce qui est triste c'est qu'il y a des gens derrière, et donc il y a vraiment presque une maltraitance, quoi. En fait, je crois que ces mêmes personnes qui nous disent ce qu'il faut penser, qui nous disent ce qu'il faut dire, et qui se retrouvent à faire ce genre de choses, à le marquer sur des papiers, hein. Mais vraiment, pour moi, c'est du domaine de l'incompréhension totale. D'autant plus que il y a des excipients qui sont différents dans le vaccin Pfizer et dans le vaccin AstraZeneca, et que ces excipients ont chacun un risque de choc anaphylactique, c'est-à-dire d'une réaction du corps allergique finalement, hein, forte au produit. Et quand vous les mettez ensemble, ces excipients, ils augmentent de manière synergique, c'est pas juste additif. C'est-à-dire que là, vous allez avoir une multiplication du risque immunoallergique. Bon, ça, c'est la seule chose que je peux dire. C'est qu'il y a des publications scientifiques qui disent ça. Après, est-ce que ça va augmenter encore le risque thrombotique? Parce qu'il y a un risque thrombotique pas du tout négligeable dans le Pfizer aussi, hein. Est-ce que ça va... ça, je peux juste rien dire pour le moment. Moi, mon espoir, c'est que ça fasse rien. Je croise les doigts pour les gens, hein. Moi, je souhaite pas qu'il leur arrive des embrouilles, hein. Mais c'est juste que c'est pas du tout correct, ni scientifiquement, ni médicalement, ni en termes de principe de balance bénéfice-risque et précaution. Je le rappelle encore une fois, je l'ai dit plein de fois, mais c'est d'abord ne pas nuire, en fait. Primum non nocere. La médecine, elle est basée là-dessus, hein. C'est le principe hippocratique. D'abord ne pas nuire. Bah voilà, hein, quand on se retrouve à faire ça, c'est qu'on a complètement oublié les principes. Qu'on est là pour faire dérouler le plan, même si le plan est débile. Donc, alors ce dont qu'on peut se poser comme question, hein, ça avait déjà été soulevé dans le rapport sur H1N1 par le Sénat. Il y a un très bon rapport sénatorial. J'invite tout le monde à le lire parce que je crois qu'ils retrouveront quelques petites choses de ce qui nous arrive actuellement. Le rapport sénatorial avait insisté sur les conflits d'intérêts et les problématiques d'argent derrière toutes ces campagnes vaccinales accélérées, etc. En disant bah finalement on cherche à fourguer un produit aux gens en leur faisant peur. C'est les sénateurs, hein, qui le disent, c'est pas des dangereux complotistes, hein. Je crois que c'est un peu la même chose là, c'est qu'il y a telles problématiques d'argent, si vous voulez, qu'il y a tellement de pression sur les décideurs qu'à la fin ça n'est pas décidé pour le bien du grand public.
Et c'est là où les gens ils doivent s'éclairer, sortir de l'hypnose, sortir de la propagande et se dire mais j'ai mon pouvoir de décision, on ne doit pas rentrer dans mon corps sans consentement. Moi, c'est peut-être la conclusion que je pourrais faire sur notre entretien, c'est renseignez-vous, vous faites bien ce que vous voulez. Si vous avez envie de le faire, faites-le, mais ne le faites pas pour des mauvaises raisons. Ouais, j'ai peur. Euh, voilà, ne le faites pas pour des mauvaises raisons. Faites-le pour des bonnes raisons que vous avez dûment sourcées et sur lesquelles vous avez été informé de manière claire, loyale et appropriée. C'est peu de le dire. C'est peu de le dire. Je suis pas contre. Je suis farouchement opposé à l'idée même d'instauration d'un pass sanitaire. Mais je vais vous dire une bonne chose. Hein, j'y suis farouchement opposé pour n'importe quelle maladie. C'est-à-dire, c'est même pas pour le Covid en fait. C'est quelle que soit la maladie, notre société ne doit pas dépendre pour les droits sociaux et les libertés d'une problématique sanitaire. C'est tout. Donc là, pour le coup, hein, moi, je défends la liberté. Je défends le fait de continuer à faire démocratie. Il n'y a personne, il n'y a aucun Khmer blanc techno-sanitariste qui doit pouvoir vous imposer sa vision du monde au motif de sa propre peur. Euh, et ça, c'est indépendant même du caractère très létal ou non de la maladie. C'est-à-dire, il y a beaucoup de gens qui disent ouais, mais tu dis ça parce qu'il n'y a pas eu tant de morts que ça. C'est vrai, je peux me permettre de le dire parce qu'il n'y a pas eu des bûchers au milieu de la ville, etc. Mais je vais vous dire quelque chose, je peux aller plus loin. Quand bien même il y aurait plus de morts, je ne suis pas d'accord pour privatiser à des entreprises de médicaments, de la data et du voyage et du tourisme la possibilité des gens de se déplacer. Voilà, je suis pas d'accord avec ça. D'autant plus que pour moi, ça crée une apartheid, une sorte d'étoile jaune qu'on colle sur les gens. Est-ce que vous êtes ou non vacciné? Vous rendez compte? C'est des choses qui sont du domaine du privé. Hein. Normalement, il y a le secret médical et le secret professionnel autour de ces choses-là. Ah, d'un coup, il y en a plus, ça vole en éclats. Tout le monde a le droit de savoir si vous êtes ou non comme ci ou si vous êtes ou non comme ça. Là, en l'occurrence, si vous êtes vacciné ou non. Bah, cette société transparente, euh, je l'ai déjà dit dans plusieurs interviews, mais il y a des gens qui en ont rêvé déjà. Ils ont appelé ça le panopticon. Panopticon, c'est Stuart Mill, hein, ouais, c'est quelque chose où on pourrait voir tout le monde de partout et que tout soit transparent. Et en fait, vous savez ce que c'est chez Jeremy Bentham, pardon, c'est la meilleure des prisons. Donc, si on veut vivre dans la meilleure des prisons, je crois qu'il faut continuer dans ce sens-là. Si on a envie d'éviter d'être en prison, il faut absolument renoncer à cette idée saugrenue, qui en plus n'est pas l'émanation des peuples, de la réalité objective. Elle est l'émanation d'une petite caste mafieuse à l'Union européenne et au-delà, qui cherche à l'imposer. Et le pass vaccinal, il n'est pas né dans l'esprit des citoyens qui ont donné mandat de représentation à leurs élus en disant ah ouais on voudrait un pass vaccinal. Non non non, il y a personne qui a eu cette idée saugrenue là quoi de totalitarisme. Elle est née dans l'esprit de quelques personnes à l'Union européenne qui ont décidé d'imposer ça de manière brutale. Je vous en prie, moi, merci beaucoup de me recevoir et de me donner la parole, parce que la parole est très censurée. Ça aussi, les auditeurs doivent s'en rendre compte, en fait. Hein. Elle est censurée sur les grands médias, elle est censurée sur YouTube, Facebook, etc. Mais je sens, moi, qu'il y a un changement qui est en train d'arriver, que pas mal de gens sont en train de s'ouvrir, de s'éclairer. Je suis assez optimiste, en vrai, sur notre capacité à guérir collectivement de ce traumatisme, en évitant une espèce de spirale de violence mimétique et en évitant de reproduire des moments totalitaires de notre humanité. Hein. Voilà, l'étoile jaune, on l'a déjà eu, la ségrégation, on l'a déjà eu, l'apartheid, on l'a déjà eu. Donc je crois que voilà, on devrait se souvenir simplement de ce qui s'est passé et ne pas se coller un pass vaccinal en plus avec son QR code pour rentrer. De toute manière, il y a toujours la résistance qui se met en place dans ce cas-là. Et je crois que la résistance, elle dépasse le mainstream actuellement. C'est-à-dire que les gens qui feront des restaurants sans passe vaccinal, les gens qui feront des avions sans passe vaccinal, ils sont plus nombreux que ceux qui voudront y aller. Et donc, en vrai, ce déferlement totalitaire qui est en route, moi j'ai bon espoir qu'il fasse long feu. Prenez soin de vous, prenez soin des autres et des autres qui ne sont pas d'accord avec vous en premier peut-être. Aidez-les à guérir, quoi. Ils sont traumatisés, aidez-les à guérir. Il y a besoin de beaucoup d'empathie, beaucoup de douceur et d'une voix de la paix. Les médias ils cherchent à attiser des voix de la haine, à une spirale mimétique comme chez René Girard, de violence jusqu'à le sacrifice d'une victime émissaire, d'un bouc émissaire. Et je crois qu'on est capable de faire autre chose. On est en 2021, on est arrivé à un certain niveau de conscience qui fait qu'on est capable de porter une voix de la paix et de la non-violence. C'est notre ambition et intention. Et donc la paix, l'humour, la joie,
crois que c'est des meilleurs moteurs que la peur, la coercition et la violence. Donc, choisissez votre camp, quoi. À bientôt.